Donc je vais vous proposer une petite promenade d'une heure à travers les différents aspects des méthodes expérimentales, en commençant par les plus anciennes méthodes, et en finissant par des méthodes évidemment numériques avec des simulations sur ordinateur, des résultats qui sont absolument impossibles à imaginer sans l'aide de l'ordinateur. Alors je précise tout de suite pour les non-mathématiciens que je ne ferai pas de démonstration. On va voir des phénomènes, on va voir des choses sympathiques, mais on ne va pas rentrer dans les détails de démonstration technique. Ceux qui veulent voir les démonstrations, donc l'exposé est un fichier fait en Mathematica et qui a donc une version, ce qui s'appelle en CDF, Computable Document File, qui est l'équivalent du PDF, mais pour les mathématiques. Donc, si vous chargez le lecteur gratuit chez Wolfram Research, et quel que soit votre ordinateur, il y a une version du lecteur gratuit comme Acrobat Reader, vous pouvez lire le fichier et vous pourrez faire tourner les animations. Parce qu'il y a pas mal d'animations, de choses qui bougent un petit peu. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que les mathématiques expérimentales? Ça, c'est quelque chose qui a changé à travers les siècles. Avant, on n'en parlait pas, mais les mathématiques expérimentales au début, c'était surtout des applications concrètes qu'on pouvait mettre en œuvre pour illustrer des résultats déjà démontrés. Et petit à petit, ça a évolué. Les gens se sont mis avant à étudier différents cas particuliers avant de comprendre les énoncés, puis se convaincre qu'il y avait un énoncé qui était vrai, puis le démontrer. Mais ces expérimentations qu'ils faisaient à la main avec un stylo et un papier, ils n'en parlaient pas dans les articles. C'était quelque chose qu'on cachait, on mettait la démonstration pure et dure, on pose un truc extraordinaire, on ne dit pas comment on l'a trouvé, mais c'était miraculeux, c'était le miracle des mathématiques à l'œuvre qu'on voyait comme ça. Et maintenant, le point de vue a changé, il y a des revues, il y a Experimental Mathematics, une revue dédiée aux mathématiques expérimentales, et d'autres revues maintenant se mettent à publier des résultats expérimentaux. Et il y a même des résultats qui sont conjecturés, qu'on n'a pas encore su démontrer, mais qu'on a observés, et qui sont donc rendus publics pour que les gens se fassent les dents dessus et que quelqu'un arrive à trouver une démonstration de choses qu'on a pu observer, on ne sait pas pourquoi, et on voit ça. Donc maintenant, il y a une sorte de renversement du sens expérimental, où on est passé de l'application de résultats qui existaient à l'expérimentation qui va précéder le résultat. C'est grâce à l'expérimentation qu'on va découvrir quelque chose de nouveau. Et vous allez voir dans l'exposé, on va partir de choses vraiment anciennes, on va remonter au grec, et puis on va voir ces choses-là. On va essayer de voir la progression de l'évolution de la perception des mathématiques expérimentales. Alors, la première expérimentation, je vais vous demander de participer. Parce que les maths expérimentales, c'est bien, mais c'est encore mieux quand on en fait. Donc, voilà, on va faire passer des feuilles. Tenez, faites passer derrière. Voilà, prenez chacun 2 feuilles, parce qu'il y a 2 expérimentations. Voilà, tenez, faites passer, voilà. Il faut prendre 2 feuilles. 2 feuilles, il y a 2 expérimentations. Je vais vous demander de bosser 2 fois. C'est vous qui allez commencer à travailler. Et on va commencer par une première expérimentation, donc simple, c'est qu'avec un papier. Et c'est vous qui allez réaliser ça. Alors, quand vous avez votre feuille, sur la première feuille, vous placez un point à peu près au milieu de la feuille, disons à 4-5 cm du bas. Voilà. Voilà, tout le monde a une feuille, vous avez tous pu faire un point. Et alors maintenant, vous allez rabattre plein de fois le bord inférieur de telle façon que le bord rabattu de la page passe par le point. Et vous le faites 20 ou 30 fois, en faisant bouger l'angle dans lequel vous rabattez, et puis vous écrasez bien pour que ça fasse un pliage sur la feuille.
à droite et à gauche, dans tous les sens, de tous les côtés. Voilà, et puis vous faites ceci, et quand vous l'aurez fait, ben vous allez me dire ce que vous observez sur la feuille. Ah, il faut faire plein de fois le pliage. Il faut répéter le pliage beaucoup de fois. C'est la répétition du pliage qui va former une figure. Ah bah oui, vous dépliez, vous repliez. Ah. Voilà, non, 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 non. Il y a un seul pliage à chaque moment. Vous dépliez, puis vous refaites un autre pliage. Pardon. Voilà. Et alors, si vous l'avez fait plein de fois, voilà. Allez, encore. Voilà. Alors, il faut bien aller jusqu'au bout, hein, jusqu'aux extrémités de la feuille que vous repliez, jusqu'au coin du bout. Et comme ça, vous faites une série de pliages. C'est pas le bon côté. C'est pas le bon côté? Non, c'est le côté du bas qu'il faut replier, parce que alors là, c'est très long. Ah, ça va vous prendre un temps fou. Oui, que le côté du bas. Oui, mais alors on peut pas le faire plus que là. Non, non, ben ça suffit, on voit bien la courbe. Le point, ben, vous repliez toujours en remettant sur le point. Bravo. Eh oui, c'est la construction de la parabole. Si, si. Non, mais je vous ai dit qu'on commençait aux mathématiques grecques. Alors, effectivement, il y en a qui ont tout de suite reconnu la courbe. Alors, on va reprendre l'animation faite par l'ordinateur qui refait le pliage et vous trace à chaque fois les pliages obtenus en les laissant. Donc vous avez les deux pliages correspondant à chaque sommet. Et effectivement, vous voyez se former petit à petit les droites correspondant au pliage. Oui, à partir d'un point, vous faites deux pliages, un à gauche et un à droite. Oui. Le rabat passe, vous voyez, à chaque fois, ça passe par, quand vous rabattez, ça passe par le point. Voilà. Alors normalement, vous devriez obtenir avec les pliages une parabole qui se forme sur l'intérieur des pliages qui vont être simplement les tangentes de la parabole. Et évidemment, le point, ce sera le foyer. Voilà. La démonstration est en fin de fichier. Voilà, donc ça, eh ben ça c'était les premières expérimentations, c'était simplement des applications concrètes de phénomènes qui existaient, évidemment qui remontent aux Grecs. Hein. Alors maintenant, quelque chose de plus récent. Voilà, alors l'idée c'est la chose suivante. Alors là, l'expérimentation va être plus compliquée, parce que là vous allez avoir besoin de découper un petit peu la feuille. Alors, le problème qu'on se pose, c'est, on prend une surface,
On va prendre une surface. Mais on veut que quand on se déplace, mettons dans le sens est-ouest, hein, de gauche à droite, la hauteur ne change pas. D'accord? La hauteur ne change pas. Donc, pour les mathématiciens, la dérivée partielle, la première dérivée partielle est nulle. Question, est-ce que la hauteur de la surface dépend seulement de la position nord-sud? Quand on se déplace est-ouest, la hauteur ne change pas, la feuille est d'un seul morceau. Est-ce que la position va dépendre seulement de la position nord-sud? Alors, pour l'expérimentation, voilà, vous avez donc une feuille. Vous pouvez placer deux axes pour dire que ce sont les X et les Y, comme ça, pour vous faire une idée. Et vous allez placer les pointillés, et il faut faire un trou à l'endroit des pointillés. Et je crois qu'il y a une série de paires de ciseaux, voilà, qu'on peut vous passer. Voilà, donc vous avez ceci. Et après, voilà. Alors, voilà. Donc vous faites deux fentes. Voilà, là où il y a les pointillés. Et les ciseaux là. Non, non, bah juste de quoi passer le doigt. À peu près comme ça. Voilà. Bien, alors, est-ce que tout le monde a les deux trous? Alors, quand vous avez les deux trous, eh bien, vous pouvez passer le doigt à travers. Et maintenant, qu'est-ce que vous obtenez? Pardon, dans ce sens-là, eh bien, si vous pliez correctement la feuille, vous allez avoir une hauteur différente à l'endroit où vous avez passé le doigt. Et pourtant, en chaque point, quand vous vous déplacez dans ce domaine, eh bien, vous vous déplacez horizontalement. Et on ne peut pas dire que la hauteur ne dépende que de Y, parce que la deuxième composante, parce que là, ici, à l'endroit où vous avez trouvé, la hauteur n'est pas la même. Donc, ceci, quand vous avez, alors pour les mathématiciens, d rond 1 f égale 0, ça ne veut pas dire que c'est une fonction de y, de la deuxième composante. Voilà, si vous préférez en termes mathématiques. Donc, quand vous vous déplacez est-ouest, vous avez toujours la même hauteur, mais néanmoins, quand vous allez vous déplacer nord-sud, la hauteur à laquelle vous serez ne dépendra pas que de la position nord-sud. Parce que, vous voyez qu'ici, on a fait un pont, et bien là, la hauteur n'est pas la même. Alors, ça illustre une différence essentielle entre les mathématiques et la physique. En physique, on étudie des grandeurs. Typiquement, le physicien va dire fonction de. Il va étudier la température d'une plaque, il va dire en fonction du temps, en fonction de l'abscisse, en fonction de la position, en fonction de l'épaisseur. Le terme en fonction de, c'est un terme de physicien. Parce que ce qu'ils étudient, ce sont des grandeurs, mais en maths, on étudie des fonctions qui ont un espace de départ. Donc le physicien, quand il a un problème, il voit une première dérivée partielle df sur dx égale 0, dérivée partielle par rapport à la première variable qui est nulle, il dit la hauteur ne dépend que de la deuxième variable. Localement, il a raison.
Mais il a raison parce que lui, il n'a pas de domaine de définition. En mathématiques, on a des domaines de départ et on étudie la fonction d'arrivée. Or, selon le domaine, le résultat va être vrai ou pas vrai. C'est-à-dire que le résultat du physicien qui est localement vrai, et pour faire de la physique, il a tout à fait raison de faire comme ça, bien sûr, eh bien, en mathématiques, ce n'est pas pareil. On a un domaine de définition, donc on va poser des conditions, on va regarder le détail des démonstrations, et on aura des conditions limites, on aura des raccords d'équations différentielles, on aura des singularités, toutes choses que le physicien ne va pas forcément regarder selon le problème qu'il étudie. Donc là, on a une différence essentielle entre les maths et la physique, et vous la voyez concrètement, vous pouvez fabriquer l'objet, donc vous voyez bien, c'est tout à fait convaincant. Mais là encore, il s'agit d'une expérimentation pour convaincre d'un problème qu'on peut aussi étudier mathématiquement. Hein, alors voilà le type de surface qu'on obtient. Voilà. Donc vous voyez, quand on se déplace selon l'axe qui est marqué en X, la hauteur reste toujours la même. Mais quand vous vous déplacez comme ça, selon l'endroit où vous êtes, eh bien, la hauteur n'est pas forcément la même. Ça ne dépend pas uniquement du Y, ça va dépendre aussi de la topologie que vous avez sur votre domaine. Et ce domaine est bien d'un seul morceau. Hein. Ce n'est pas un domaine en plusieurs morceaux, parce qu'on pourrait dire, ouais, mais en deux parties, évidemment, s'il y a deux morceaux disjoints. Non, non, là, ils se touchent. Hein. La feuille, elle se tient toujours en un seul morceau. Donc on n'a pas triché avec question de connexité en prenant deux trucs disjoints. C'est bien le même morceau qu'on a. C'est bien une seule surface. Ce qui veut dire qu'en maths, on est obligé de tenir compte, on a de façon essentielle un domaine de définition quand on étudie quelque chose. L'objet d'étude des maths sont des fonctions, avec un ensemble de départ, un ensemble d'arrivée, et on ne peut pas réduire à l'ensemble d'arrivée. C'est la nature enfin, les maths sont différentes de la physique de ce point de vue-là. Il y a des choses qui ressemblent, mais ce n'est pas le même objet d'étude. Voilà. Alors maintenant, on va passer à une expérimentation physique qui est connue, que certains connaissent parce que ça a fait l'objet de films qui traînent sur Internet. Je vous en passerai un tout à l'heure. Donc, la question, c'est une sorte de courbe pour Disneyland. Quel profil doit avoir une route pour qu'une voiture ayant des roues carrées puisse circuler dessus, mais en restant horizontale, tel que l'axe de la roue reste horizontal. Alors on sent bien que quand il y a la pointe qui est en bas, il faut que ce soit plus bas, puis qu'ensuite la pointe va venir, donc ensuite ça va remonter, parce que la roue sera moins haute quand elle va reposer sur le milieu du côté. Donc on se dit, à votre avis, ce serait quoi comme type de coup? Ouais, ça va onduler, oui. C'est à ça qu'on pense, effectivement, mais non, c'est pas exactement ça. Vous voyez l'équation différentielle, vous obtenez ce que les anglo-saxons appellent une catenary, une caténaire, caténoïde aussi, on dit parfois, c'est la chaînette. Une courbe en cosinus hyperbolique. Le mot roue, ça ne veut pas dire rond? Ah, roue, ça, c'est des... On verra des boules tout à l'heure qui ont des drôles de tête. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Et alors, voici d'abord donc la petite animation. Alors, là aussi, vous remarquerez au passage que quand on résout les quadifs, on a un changement de variable, on a donc un domaine de définition. Et qu'après, quand on a trouvé l'argument cosinus hyperbolique, ça ne fait pas la fonction sur tout ce qu'on veut, ça fait qu'une arche. Et après, il faut recoller si on veut que la voiture roule longtemps. Et donc, il y a le problème de l'ensemble de définition avec la technique de périodisation que les élèves de deuxième année connaissent bien, puisque c'est un des problèmes majeurs pour ceux qui passent centrale. Il y a une épreuve sur ordinateur et beaucoup ne savent pas périodiser une fonction. Quand ils ont un résultat sur un intervalle, ils ne savent pas le reproduire plus loin. Voilà. Donc j'ai mis à tout hasard la formule, si jamais il y en a que ça intéresse, vous pouvez la noter vite fait. Comment on périodise une fonction? Donc c'est à l'aide de fonctions partie entière. Voilà. Alors, regardons ce que ça fait au niveau de l'animation.
Donc là, le point rouge, c'est le point de contact. Hein. Voilà. Et elle peut aller en avant et en arrière. Parce qu'a priori, on ne sait pas si c'était réversible. Mais comme il y a une symétrie, pour tourner, c'est plus dur. Quoi? Oui, un petit peu. Alors, je vais vous montrer un film que j'ai capturé sur Internet qui a été fait à l'université du Texas. Alors, ça dure une dizaine de secondes. Ah. Où est-ce qu'il est passé? Bon. Voilà. Voilà, donc on regarde parce que c'est très court. Donc ils ont fait un tricycle avec des roues carrées. Alors là, il fallait bien regarder la longueur du tricycle parce qu'il faut que la roue avant et la roue arrière soient sur le même morceau, décalé évidemment, par périodicité. Voilà, donc vous voyez que c'est réalisable, la preuve. Voilà. Alors là, donc, on tombe sur des expériences qui ont des applications, mais qu'on peut faire encore avec des mathématiques qu'on fait. On se pose la question, et la question, on peut la résoudre sans avoir l'expérimentation pour l'instant. Alors, il faut que je revienne. Voilà. Voilà, et maintenant, on va faire des expérimentations d'un genre différent. Ce sont les expérimentations au tableau. C'est-à-dire que c'est moi qui vais faire les expérimentations. Alors, le problème est le suivant. Imaginez qu'on ait une ville qui a un pavage de route équidistante, verticale, horizontale, quelque chose comme Salt Lake City, hein, une ville qui est dans le désert, coupée au carré comme ça. Le problème est le suivant. La distance, quand vous voulez aller d'un point à un autre, ce n'est pas la distance habituelle. La distance à vol d'oiseau, en ville, elle ne marche pas. Regardons les deux points jaunes que vous voyez là. La distance entre ces deux points, eh bien, ça va être la distance d'un trajet pour aller d'un point à l'autre. Ça veut dire qu'on va prendre la distance horizontale entre les deux points, la distance verticale, et on va les ajouter. Et ça, ce sera la vraie distance pour aller d'un point à un autre. Alors maintenant, donc ça veut dire que pour étudier les distances dans cette ville, on va prendre l'hôtel de ville, on va passer au mode mathématique maintenant, on va mettre deux axes, deux avenues qui passent devant l'hôtel de ville, et ensuite, on va l'équiper de cette distance. Alors, regardez ce qui est représenté là. Eh bien, vous voyez, donc, là, vous voyez que tous les points sur ce carré sont à égale distance de l'hôtel de ville. Regardez, pour aller à ce point-là, vous déplacez de 1 horizontalement, 2 vers le haut, ça fait 3. Ici, 2 plus 1. Ici, 3 horizontalement, 3 horizontalement. Ça veut dire que quand vous prenez cette distance, eh bien les boules, la sphère unité, les points qui sont à une distance disons de 3 blocs à partir de l'hôtel de ville, c'est un carré. Et un carré orienté comme ça. Donc, si on veut raisonner et faire de la géométrie dans cette ville, il va falloir utiliser cette géométrie avec cette notion de distance. Imaginez par exemple que vous vouliez placer des centres de secours. Comment les disposer à l'intérieur de la ville pour être le plus efficace possible? Vous allez dire, quand on va placer les centres de secours, bon, et chaque centre va desservir les points qui sont le plus près de lui. Est-ce qu'il y a des stratégies optimales pour les placer? Eh bien, en fait, oui, parce que, comme la boule n'est pas euclidienne, il y aura des dispositions particulièrement intéressantes qui vont permettre d'avoir beaucoup de points à égale distance. Donc, beaucoup de points qui pourront être desservis tantôt par l'un, tantôt par l'autre. Donc, ça donne plus de flexibilité dans l'organisation des secours.
avec le même matériel, vous servez mieux vos administrés. Donc, la question qu'on va se poser, on va prendre une notion que tout le monde connaît, le triangle équilatéral. Alors, on va dire qu'un triangle ABC de sommet ABC est équilatéral si la distance de A à B est égale à la distance de B à C est égale à la distance de C à A. D'accord? Tout le monde connaît le triangle équilatéral. Et la question qu'on se pose, c'est quels sont les triangles équilatéraux, donc les points égale distance, on sent que c'est bien lié aux problèmes pratiques sur notre ville, quand on a cette distance-là. Alors, pour ça, eh bien, on va faire une expérimentation au tableau. Alors, voilà donc, ici, voilà. Ça, on va dire que c'est la sphère. C'est l'hôtel de ville, l'origine. Et ça, ce sont tous les points qui sont à une distance, on va dire 1 km, comme ça, pour fixer les idées. Et maintenant, on va prendre une deuxième boule, et on va se poser la question. Voilà. Alors, de nouveau, elle a le même diamètre. Donc, quand je la mets là, vous voyez, la distance, c'est bien la même. Et maintenant, comment on va voir les triangles équilatéraux? Eh bien, je déplace un petit peu là. Mon centre est ici. Donc, ces deux sommets sont bien à une distance de 1. Ce point intersection des deux carrés, il est à la distance de 1 de l'hôtel de ville, puisqu'on a vu que le bord du carré, c'était les points qui étaient à une distance de 1 de l'hôtel de ville. Mais comme j'ai la même figure centrée en ce point, le point qui est là est aussi à une distance de 1 de ce point. Donc mon triangle équilatéral, c'est ce point et celui-là. Et j'en ai un second, mais qui revient à faire le même. Quand je vais faire le tour, j'aurai aussi ceux du bas. Donc on va voir que ceux qui sont vers le haut. D'accord? Donc, notre triangle équilatéral, regardez bien, il a un côté qui est à 45 degrés. Alors, je continue à bouger, je me déplace. Voilà, mon triangle équilatéral maintenant, donc, clac, et ici. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quand j'arrive ici, ah ben cette fois-ci, j'ai tout ça en triangle équilatéraux. Tous ces points sont à égale distance. Ça veut dire que si j'ai mes deux centres à 45 degrés, vous voyez que là, j'ai bien un côté du triangle à 45 degrés, et bien mes autres côtés, il y a plein de points qui sont à égale distance. Donc si je mets mes deux centres d'intervention à 45 degrés, il y aura plein de points qui seront à égale distance, beaucoup plus. Alors maintenant, je continue. Ah ben ce coup-ci, celui-là, il ne bouge plus. Donc celui-là, il est toujours à distance de 1, où que je le mette là. Et après, eh ben, je continue. Vous voyez, mon triangle, il est là. Voilà un triangle équilatéral. Et vous voyez comme ça se former, ici, de nouveau. Mes deux centres sont à 45 degrés par rapport aux axes. Et bien maintenant, j'ai tout ça qui est à égale distance. Ça veut dire que vous voyez les triangles équilatéraux se former. Il n'y a pas besoin de lancer de gros calculs. L'expérimentation va vous donner tout de suite l'explication de ce que sont les triangles équilatéraux. Et on peut faire pareil pour d'autres choses, pour d'autres normes liées à d'autres problèmes. Voyez? Alors ça, c'est l'expérimentation, en quelque sorte, à la main. Alors, voilà le dessin, donc l'animation de tous les types de triangles équilatéraux. Là, voilà. Je le fais déplacer. Alors quand ça arrive au coin, ça va un peu trop vite, on n'a pas le temps de voir tous les points, donc on a l'impression que ça saute. Voilà, vous voyez.
Donc là, on peut représenter, on voit tous les triangles équilatéraux qui se forment pour cette distance-là. Parce que dans les vrais problèmes concrets, ben, la géométrie traditionnelle n'est pas forcément intéressante. Elle garde encore un intérêt, mais dans beaucoup de situations, ce n'est pas la géométrie traditionnelle qui donne la structure à utiliser. S'il y en a qui ont vu dans les journaux les cartes de France déformées par la présence du TGV, avec les points qui sont rapprochés, et les autres, elle est complètement déformée. C'est une carte qui déforme totalement la France. Les distances ne sont plus les mêmes. Ce ne sont plus du tout les distances à vol d'oiseau qui comptent si vous voulez aller d'un point à un autre. Il faut repenser la topologie, repenser les choses différemment. Voilà. Alors maintenant, on va s'intéresser à autre chose, toujours une expérience au tableau, c'est le convergeur. Alors le problème est le suivant. Alors les élèves qui ont vu ça en première terminale connaissent déjà un petit peu de quoi il s'agit. Il s'agit des suites. Donc on prend une fonction qui est définie sur un intervalle i, on va dire 0,1 pour fixer les idées, qui arrive dans 0,1, et on prend un point qu'on appelle u0 dans 0,1, on lui applique f. Comme f part de 0,1 et arrive dans 0,1, le point f de u0 est aussi dans l'intervalle. Donc on peut recommencer. On peut lui appliquer f. Alors ce point f de u0, on va l'appeler u1, et puis à partir de u1, on réapplique f. Et comme ça, on obtient un point u2. Et on continue comme ça. Ça s'appelle une suite récurrente. Et si f n'est pas linéaire, c'est non linéaire. Et la question qui se pose, c'est que fait la suite? Est-ce qu'elle devient périodique? Est-ce qu'elle est attirée, se promène? Est-ce qu'elle se promène indéfiniment dans 0,1 partout? Ou est-ce qu'elle tend vers quelque chose? Est-ce qu'elle se rapproche indéfiniment d'un point particulier? Alors, le problème qu'on va voir là, c'est une expérimentation tout à fait concrète qui permet de voir, à partir du graphe de la fonction, mécaniquement, si toutes les suites vont converger vers un même point. Voilà. Alors, pour ça, on va prendre un convergeur. Ah. Voilà. Alors, j'espère que là, il ne va pas rester sur le tableau. Voilà. Alors, la question est la suivante. Donc, on va prendre un feutre et on va regarder une fonction. Et on va se poser la question, est-ce que les suites qu'on peut former avec cette fonction vont converger ou pas? Alors, regardons déjà un premier cas. Voilà, par exemple comme ça. Voilà. Une fonction comme ça. Est-ce que ça va pouvoir converger? Alors, pour ça, eh bien, on va déplier le haut du convergeur. On va rabattre le graphe sur lui-même. Et là, je l'ai mal tracé. On n'a pas... Voilà. Il faut que vous voyez de loin. Si je suis trop près, on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on voit ici? Le graphe se recoupe ici, le symétrique. Alors, ça veut dire quoi? C'est quoi ce point mystérieux? Alors, voyons. On a un point ici qui se recoupe là. Ça veut dire quoi? Quand je rabats le graphe sur lui-même, ici j'ai un point x, et là c'est f de x. Quand je continue, j'ai toujours x. Là j'ai toujours f de x. Et là j'ai f de x. Mais c'est aussi x. Donc j'ai un point tel que quand je pars du point x, ça fait f de x. Le coup suivant, ça fait f de x qui vaut x. Donc ça revient à x. Et on tourne en rond.
Un coup, ça vaut f de x, un coup, ça vaut x. Donc là, on est sûr que notre suite ne va pas converger. Donc si on a une fonction telle que, quand on rabat le graphe autour de la diagonale, le graphe se recoupe, eh bien, il y a des suites qui ne vont pas converger. Eh bien, plus étrange, c'est qu'il y a un théorème qui dit que si, quand on rabat le graphe, le graphe ne recoupe pas, eh bien, toutes les suites vont converger vers l'unique point d'intersection. Si le graphe ne se recoupe qu'en un seul point situé sur la diagonale, à ce moment-là, toutes les suites vont converger et vers ce point-là en plus. Alors, s'il se coupe que sur la diagonale, en fait, le résultat est vrai aussi, mais la limite dépend du point de départ. Évidemment, parce que tous les points qui se coupent sur la diagonale sont des points qui sont fixes quand on prend f. Là, ça veut dire qu'on a x égale f de x sur la diagonale. Donc ce point-là, il ne bouge pas. Alors si ça coupe deux fois, il y a deux points qui ne bougent pas, donc inversement, chacun converge vers lui-même, donc il n'y a pas une seule limite pour tous les points. Il y en a au moins deux. Hein? Voilà. Et bien donc, voilà un moyen très simple de vérifier au tableau si les suites vont converger ou pas. Bon, ça, ce sont des expérimentations au tableau. C'est le deuxième type d'expérimentation. Alors, donc voilà donc ce qui se passe quand on itère une fonction. Donc au départ, on part d'un x0, on fait f de x0, on va sur la diagonale, ce point-là c'est f de x0 croix f de x0, en deuxième coordonnée. On refait f, donc ça fait f rond f de x0, c'est le point x2, puis on recommence, ça fait le point x3, et ainsi de suite, et comme ça, les points vont se rapprocher. Ici, la suite va tendre vers le point qui est ici. Elles vont se rapprocher indéfiniment de ce point-là. Voilà. Donc si le graphe se recoupe, ben, il y a un point de période 2. Ce point-là appartient au symétrique et à la fonction. Donc, ce point-là, il est périodique de période 2 quand on fait la suite. Et évidemment, elle ne va pas converger. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux expérimentations numériques. Alors, les expérimentations numériques peuvent être d'ordre divers. Il y a des expérimentations purement numériques, avec des chiffres, des expérimentations formelles, sur des formules, maintenant qu'il y a des logiciels qui font du calcul formel, mais là, j'en ai pas mis parce que ça demande, enfin, il faut connaître un petit peu de quoi on parle, donc ça demande de connaître des maths pour pouvoir en parler. Et il y a des expérimentations géométriques. Donc, je vais essayer de vous montrer des expérimentations numériques et des expérimentations géométriques. Alors, d'abord, quelque chose de simple que tout le monde connaît, ce sont les suites géométriques. Ce sont les premières suites qu'un étudiant apprend en classe de première. Un élève de lycée apprend. Donc, ce sont les suites de la forme k puissance n. On dit que k, c'est la raison. Donc, c'est k, k carré, k au cube, etc. On multiplie chaque terme par k pour obtenir le suivant. Et ces suites, si k est plus petit que 1, les nombres sont de plus en plus petits. Hein, prenez un demi, un quart, un huitième, un 16e, un 32e, etc. Ça devient de plus en plus petit, ça tend vers 0. Question, on sait que ça tend vers 0. Alors, ici, on va voir si vous savez repérer des suites géométriques. Voilà, alors, j'ai fait 5 suites. Je ne vous dis pas lesquelles, ce sont des suites de référence qu'ils étudient avant le bac. Donc elles sont au programme du bac. Il y a du
1 sur factoriel n, il y a du 1 sur n2, du, etc. Elle fait les suites de référence que j'ai un petit peu modifiées pour qu'on ne les reconnaisse pas trop vite. Parce que si je mets un demi, un quart, un 16e, là, tout de suite, tout le monde va voir que c'est suite à 1 sur 2 puissance n. Mais alors, donc, elles sont un peu modifiées. J'ai rajouté un petit terme qui ne modifie pas la convergence, mais qui change un peu les choses. Alors, ces suites tendent toutes vers 1. Et elles tendent vers 1 en croissant. Donc, le développement va commencer par 0,99. Et puis, plus ça va aller, plus il va y avoir de 9. Et il y aura un moment où il y aura un premier chiffre qui ne sera pas un 9. Alors maintenant, vous allez regarder l'expérimentation. Alors, voilà, on commence par la première. Celle-là ne converge pas très vite. Voilà, vous la regardez. Bon, on passe à la seconde. Regardez-la. Gardez en mémoire. Après, je vais vous demander qui a vu où étaient les suites géométriques. Voilà, tout le monde a vu la 2. Alors, la 3. La 4. Et la 5. Alors, il y a 2 suites géométriques parmi les 5, qui les a repérées? Bon, personne. Ah, si. Oui, le nombre de 9 croît, mais 1 sur factoriel n, ça croît aussi. Ah, pas loin. Voilà. Alors, il y en a qui ont presque trouvé, au moins 1 sur 2. Alors, la question, c'est la chose suivante. Quand vous avez k puissance n égale 10 puissance moins p, on passe au log. Ça vous fait p, le nombre de chiffres, au bout duquel vous avez quelque chose de non nul, égale n log de k. Donc, c'est linéaire. Donc, les 9, quand c'est une suite géométrique, l'endroit où ça s'arrête, c'est sur une droite. Donc, si vous avez gardé la feuille qu'on vous a donnée tout à l'heure, vous reprenez la feuille, vous cachez un œil, et vous regardez en mettant la feuille pour voir si les 9 sont alignés. Alors, on recommence. Bon. Alors, il faut regarder l'ensemble, parce qu'il peut y avoir des fluctuations. Si on met plusieurs lignes pour sauter d'un cran, forcément, il y a un moment où il faut voir si ça reste linéaire. Parce que pour une petite raison, on va avoir... on n'aura pas un chiffre à chaque fois. On aura 2 chiffres 9, puis ensuite, par exemple, on restera plusieurs fois avec le même nombre de chiffres 9 avant de changer. Bon. Elle est belle, mais elle n'était pas trop belle. Eh oui, ça fait comme ça, c'est une factorielle. C'est qu'en fait, les 9, dans votre sens, ça fait comme ça, c'est pas plat, c'est comme ça. Ça va trop vite, c'est une factorielle. Alors ici, ça augmente pas du tout. Alors les suites géométriques, là, oui, bravo, la 2 et la 5. C'est la 2 et la 5. Alors la 5, c'est bien, il y en a plus qui l'ont vu la 5 que la 2. Ben, la 2, c'est de raison 2, 1,5. Et la 5, c'est de raison un peu plus, 1 sur 6. Donc, c'est plus petit, ça se voit mieux. Voilà. Donc, voilà l'explication. Moins P égale N log de K. Ça permet de voir que c'est comme ça. Alors ça, ce sont des résultats, donc, c'est essayer de comprendre
la structure intime des suites. C'est-à-dire, elle est fouillée plus loin que ce qu'on fait d'habitude. Parce qu'en terminale, on dit aux gens, bon, ben, ça converge très bien. En plus de ça, ils ne font même pas les comportements périodiques, les choses comme ça. Ça, c'est vu après. Hein? Mais la question, c'est, ça converge. D'accord, mais à quelle vitesse? Comment? Ça fait quoi? C'est-à-dire qu'on peut aller explorer beaucoup plus loin. Et là, la partie expérimentale, ça va permettre d'explorer, d'aller plus loin dans ce qu'on croit connaître. Alors, voici justement ce que je vous annonçais tout à l'heure, quelque chose sur pi. Alors, c'est un phénomène très curieux qui a été trouvé au début des années 80 par Martin Powell. Donc, c'est une vieille série de Leibniz, somme des moins 1 puissance k-1 sur 2k-1. Cette série converge vers pi. Elle est alternée, mais elle converge mollement vers pi, hein. Pas très vite. Donc, ce n'est pas du tout cette série-là qui est utilisée pour les records, pour avoir les décimales de pi. Mais elle converge tout de même. Et ce qui s'est passé avec un ordinateur, qui à l'époque lui a pris un temps fou de calcul, des dizaines d'heures. Là, j'ai posé le truc, je l'ai eu en quelques secondes. Évidemment, c'est facile maintenant. Et donc, il a pris 50 000 termes. Alors, normalement, l'erreur, il sait qu'avec ça, il a 3 chiffres corrects. Et 50 000 termes, c'était bizarre. Pardon, 3 chiffres corrects, oui. Il s'est aperçu qu'il y a le quatrième qui était juste aussi. Bon, ça peut arriver. Un chiffre faux, puis 8 chiffres justes. Alors, regardez. Ça, c'est vraiment étrange. Voilà. Ça, c'est pi. Ça, c'est 50 000 termes de la suite. Ça, c'est 50 001 termes. Attention, hein, c'est 50 000, pas 50 001. À 50 000 termes, vous avez donc 4 chiffres qui sont bons, normal. Un chiffre faux, 8 chiffres justes, un chiffre faux, 8 chiffres justes, un chiffre faux, 8 chiffres justes, 3 chiffres faux, un paquet de chiffres justes, et après la 30e, ça commence à se déliter vraiment. C'est-à-dire que les chiffres deviennent vraiment faux. Alors, qu'est-ce qui fait qu'avec 50 000 termes, tout rond, on a autant de chiffres justes, avec des faux au milieu? Voilà un phénomène vraiment bizarre qui n'était pas prévu par la convergence. Alors, on se pose la question, est-ce que par hasard, on arriverait à exploiter des idées comme ça? Peut-être que quelque chose qui converge doucement, si on prend pile poil le bon nombre de termes, qu'on arrive à arranger les chiffres faux, à savoir lesquels ce sont pour les arranger, on peut peut-être, avec peu de termes, arriver à avoir des trucs qui convergent très vite, avoir plein d'informations. Alors, pour l'instant, il y a eu une explication là-dessus, parce que vous voyez, à 50 001, ça ne marche pas. Hein. À 50 001, là, j'ai mis en bleu les chiffres faux, hein, donc vous les voyez. Alors, il y a encore quelques chiffres, mais ça se dégrade beaucoup plus vite. Alors, à 50 002, la dégradation est pire. C'est-à-dire que vraiment, c'est 50 000 tout rond. Alors, il y a une explication qu'on a trouvée. Ça vient d'une formule, alors bon, pour les gens qui connaissent, c'est la formule d'Euler-Maclaurin, qui se trouve qu'en base 10, bon, ça donne des puissances de 10. Maintenant, on sait pourquoi ça marche avec donc 50 000. 100 000, on a le même phénomène. 1 million de termes, on a le même phénomène, alors carrément très loin. Voilà, donc on a expérimenté après sur les puissances de 10 ou les multiples des puissances de 10 importantes. 500 000 termes, ça marche bien. Mais dès qu'on en rajoute un, ça part en vrille. Alors on a l'explication, mais c'est un des sujets de recherche actuels, c'est est-ce qu'on peut arriver à systématiser le phénomène pour arriver à avoir des convergences avec peu de termes, à trouver des choses qui ne sont pas prévues par la convergence, mais arriver quand même, en se rapprochant en quelque sorte pas loin dans le développement, arriver à trouver comme ça des décimales, beaucoup plus de décimales que ce que prévoit la théorie. Ben, pour l'instant, personne n'a trouvé, c'est un problème toujours ouvert. Voilà, donc le genre d'approximation, ça c'est vraiment un phénomène numérique. Et il fallait quand même quelqu'un pour s'en apercevoir. Parce qu'il fallait qu'il tombe pile sur 50 000 termes. Alors ça, 50 000, il peut demander 50 000 termes. Et il fallait qu'il ait la reconnaissance, qu'il s'aperçoive qu'en fait, il avait plein de chiffres justes. La découverte ici est un petit peu accidentelle. Alors une autre découverte aussi accidentelle, toujours dans les années 80,
ça a été sur le développement de Taylor. Alors, la formule de Taylor, elle est vieille, elle a plusieurs siècles. C'est une formule qui permet d'approcher des fonctions bien régulières avec des polynômes. Alors ici, on va regarder sinus et cosinus, donc deux fonctions que tout le monde connaît bien, qui oscillent bien régulièrement. On va regarder les approximations qu'on obtient par cette formule de Taylor. Alors le sinus, bon, pour ceux qui connaissent, c'est une série en moins 1 puissance k sur factoriel 2k plus 1, x puissance 2k plus 1. Pareil pour le cosinus, il y a une formule semblable. Et quand on s'arrête, ça c'est la formule générale, et quand on l'arrête à un certain rang, ça fait ce qu'on appelle le polynôme de Taylor à l'ordre n, qui est un polynôme de degré n, qui va approcher bien la fonction. Et plus le degré est grand, plus ça approche. Oui, mais ça approche comment? On vous dit, si on s'approche assez près, c'est une bonne approximation. Alors le assez, c'est déjà un peu bizarre. Alors, vous allez voir, il y a un truc curieux. Alors là aussi, sans ordinateur, c'est absolument pas trouvable, à mon avis. Je ne sais pas comment on peut faire pour le soupçonner sans ordinateur. Voilà une animation qui va vous montrer les 20 premières approximations. Donc, en rouge, vous avez en haut, c'est la fonction sinus. En bas, c'est la fonction cosinus. En rouge, c'est la fonction elle-même. Et dans des couleurs violettes qui vont changer au fur et à mesure, de plus en plus bleues, vous avez les approximations. La première, n égale 1, puis n égale 3, n égale 5, etc. Donc on va faire augmenter petit à petit n jusqu'à 20, et vous allez voir quelque chose de bizarre. Alors, vous voyez, ce qui est bizarre, c'est qu'on a l'impression que l'approximation reste collée et qu'elle se décolle à intervalles réguliers. Alors ça veut dire quoi, intervalle régulier? Parce qu'en fait, elle n'est pas tout à fait collée à la fonction, mais visuellement, on voit bien que ça reste une très bonne approximation, puis que brutalement, ça fiche le camp. Alors, comment modéliser le concept de 2 à intervalles réguliers? Parce que c'est jamais quand même complètement égal à la fonction. Mais on le voit visuellement. Donc il fallait modéliser déjà cette observation, qui, elle, est vraiment le fruit de l'observation sur ordinateur. Sans ordinateur, personne n'a l'idée d'aller calculer le développement à l'ordre 20 et de faire la différence poussée pour voir ce que ça donne. Et bien là, il y avait un phénomène pour comprendre et raffiner le développement de Taylor. Parce que pourquoi ce développement de Taylor fait ça? Il est connu depuis des siècles, et voilà une propriété qu'on ne connaissait pas. Alors, le problème a été résolu dans les années 80. Je mets la solution à la fin du fichier pour ceux que ça intéresse. Mais ça, c'est technique. J'ai dit que je ne faisais pas de démonstration pendant l'exposé, donc rassurez-vous, je ne vais pas me lancer dans la démonstration, mais ceux que ça intéresse pourront le voir à la fin du fichier. Alors maintenant, ce sera la dernière animation, c'est le problème du microscope numérique. Là, c'est l'observation purement graphique, un petit peu comme on a fait pour les formules de Taylor, mais là, on va plonger dans l'infiniment petit. Alors, pour ceux qui ont fait un peu de maths ou de physique, vous savez que les fonctions périodiques peuvent être approchées à l'aide des fonctions sinus et cosinus par ce qu'on appelle des séries de Fourier. Et quand on a une bonne fonction bien régulière, continue, tout ce qu'il faut, la série de Fourier se rapproche beaucoup, la somme des termes de la série de Fourier se rapproche de la fonction. Bon, jusque-là, rien d'anormal, mais vous allez voir un phénomène curieux. Alors, il faut bien observer parce que c'est dans l'infiniment petit. Alors, je vais vous passer une animation montrant les 100 premières... Donc, j'ai pris la fonction valeur absolue de cosinus, qui est bien régulière, tout ce qu'il faut, sauf qu'elle n'est pas dérivable en pi sur 2. Donc, l'approximation, là, ça approche, mais ça met un peu de temps pour approcher. Voilà. Et donc, j'ai pris le développement, donc elle est paire,
Donc il n'y a que les cosinus pour ne pas compliquer l'observation. Donc vous avez une série en cosinus, cosinus nx, etc., qui va se rapprocher de la fonction. Et vous allez observer le film de la manière dont ça s'approche. Normalement, la différence entre les deux doit tendre vers 0. Et ça ne devrait pas bouger. Alors là, pour que le logiciel ne soit pas tenté de lisser la courbe, parce que sinon on ne le voit pas, j'ai calculé point par point. J'ai mis quelques milliers de points. Donc on a l'approximation, mais point par point, pas reliés les uns aux autres. Parce que si on ne fait pas attention avec les logiciels, ils lissent automatiquement les courbes, donc on ne voit plus les irrégularités. Alors, vous allez bien observer. Alors là, il faut une bonne vue. Hein. Voilà donc, en rouge, la fonction valeur absolue de cosinus. En bleu, les approximations successives. Donc, vous allez voir à un moment, alors je vous dis où il va falloir regarder. Alors, vous allez voir, donc, la courbe bleue se rapprocher et couvrir la courbe rouge. Et normalement, une fois qu'elle couvre, ça ne devrait plus bouger. Mais, pendant un moment, vous allez voir des termes par là, et on en voit quelques-uns par là. En haut, on voit des termes où ça continue à trembler. C'est ce qu'on appelle le tremblement de la série de Fourier. Ouais. Ouais, ici, il y a des points qui bougent, ils ne devraient pas bouger, et il y a quelques points qui bougent par là, continuent à bouger. Et puis quand on arrive vers le milieu de la... Là, après, on ne voit quasiment plus rien bouger. De temps en temps, on en voit un qui bouge par là, mais c'est tout. C'est-à-dire que... Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a des points qui bougent? Ça couvre, ça ne devrait plus bouger. Ça converge. Alors, problème, on va plonger dans l'infiniment petit. C'est-à-dire qu'on va utiliser une technique de microscope numérique pour aller voir entre les deux fonctions ce qui se passe. Donc, j'ai fait une animation où on a, vous voyez, le point qui est le moins bien approché, c'est celui où ce n'est pas dérivable. Donc, j'ai tracé la différence des deux fonctions sur cet intervalle, mais de telle façon que le point le plus loin, qui est celui-là, me donne l'échelle verticale. C'est-à-dire que l'échelle verticale est toujours la même, donc par définition, ce point-là est toujours à la même position. D'accord? Et ensuite, comme ça, on voit, et sur le film, j'ai marqué le grossissement le grossissement de l'image, puisque ça change à chaque image. Hein, c'est une technique de zoom dynamique, c'est-à-dire qu'on fait avancer l'approximation, on s'approche de plus en plus, mais nous, on plonge dans l'infiniment petit. Et on plonge dans l'infiniment petit, comme le film que vous avez vu au début, pour que ça donne quelque chose, on garde la même échelle de visualisation, on est toujours dans la même fenêtre. Imaginez un microscope, vous tournez la molette, puis vous vous rapprochez, vous rapprochez, vous rapprochez. Mais vous voyez toujours la même chose, vous avez toujours un œilleton. Ça ne se met pas à se rétrécir. Donc on zoome, c'est cette technique de zoom continu qu'on a utilisée, mais numérique. Voilà. Donc ça, c'est la différence entre les deux fonctions. Voilà. Oui, elle aurait dû calculer un point de plus. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de voir la démonstration du théorème de convergence. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent, il y a un noyau qui est... Bon, c'est ça qui démontre le théorème de convergence. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la série tremble? Eh bien, dans le film est approché, chaque point est approché à un pixel près. Et vous avez ces petits sinus et cosinus qui bougent. Quand un point est à la frontière entre deux pixels, selon qu'il y a un petit cosinus ou un petit sinus en plus ou en moins, il passe d'un pixel à l'autre. Et comme ça se produit sur beaucoup de points, vous avez cette espèce de tremblement de points qui sont en train de quitter les pixels pour bouger, et ils vont bouger assez longtemps
Parce qu'il suffit, quand ils sont très près du pixel suivant, d'une toute petite variation bien infime, et ils vont bouger plus que la variation. C'est pour ça qu'on les voit bouger alors qu'on ne devrait pas les voir bouger. Voilà l'explication du tremblement de la série de Fourier. C'est un phénomène de pixelisation sur l'ordinateur. Mais en même temps, on voit quand même la démonstration de la convergence, on voit le noyau de Dirichlet qui est à l'œuvre, ça fait ça, et ça montre, bon, si on regarde le détail de la démonstration, ben, il n'y a plus qu'à suivre ce qu'on observe ici sur la convergence. Voilà. Donc, 1 heure, ça fait tenu pile 1 heure. Voilà.